On vit sur une bombe à retardement. Littéralement. On pourrait penser que la Terre est stable et que rien ne bouge, mais en réalité, elle ne l'a jamais été et à des grandes échelles de temps, certaines catastrophes naturelles sont inévitables. Alors, quelles sont ces catastrophes? Pour répondre à cette question, je me suis appuyé sur des rapports de scientifiques, des articles de presse et même dans certains cas des simulations 3D. J'ai exploré 5 catastrophes pour comprendre leur impact si elles se produisaient aujourd'hui, quels dégâts elles feraient et à quoi ressemblerait notre monde après leur passage. On commence aux États-Unis où ici une fracture géante de 1300 km menace la Californie. Cette fracture, c'est la faille de San Andreas. C'est là que deux plaques tectoniques se rencontrent, la plaque pacifique à l'ouest et la plaque nord-américaine à l'est. Et cette fracture, elle passe par deux grandes villes, Los Angeles et San Francisco. Et justement, j'en profite d'être à San Francisco parce que j'aimerais vous montrer un truc. Et juste, c'est pris très sérieusement à San Francisco parce que là-bas, ils ont déjà connu un tremblement de terre dévastateur par le passé. Ça, c'est la Lotas Fountain. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en fait cette fontaine, elle a une histoire. En 1906, une secousse de magnitude 7,9 d'une durée d'un peu plus de 45 secondes a frappé la côte ouest des États-Unis. Et certains disent que le pire, c'était pas la secousse, mais les incendies qui ont été déclenchés à cause du tremblement de terre. Le bilan est d'environ 3000 victimes, 28 000 bâtiments détruits et 250 000 personnes se sont retrouvées sans abri. En fait, ce lieu, il a servi de point de rendez-vous pour les survivants du tremblement de terre et puis plus tard, il a servi en tant que lieu de commémoration. Et comme ils ont déjà subi un tremblement de terre, les Californiens ils veulent se préparer pour le prochain. Et du coup, à partir de 2013, la ville va adopter une ordonnance obligeant les propriétaires de bâtiments vulnérables à réaliser des travaux de renforcement pour améliorer la résistance au tremblement de terre. Et en vrai, c'est vrai qu'il vaut mieux se préparer. Parce que dans un récent rapport de l'US Geological Survey, on lit USGS predicted more than a 93% chance of one or more magnitude 6.7 or greater earthquakes striking Southern California. Et juste, magnitude 6,7, c'est là. C'est comparable à l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. L'US Geological Survey a fait une étude détaillée des conséquences d'un séisme de magnitude 7,8. The scenario posits 1,800 deaths and 53,000 injuries requiring emergency room care. Approximately 1,600 fires are ignited, resulting in the destruction of 200 million square feet. Bref, les Californiens vivent avec cette réalité et se préparent autant que possible. La prochaine possible catastrophe se trouve tout près, en Europe, dans un pays voisin, l'Italie. À Naples, un volcan inquiète les scientifiques. Son éruption pourrait être aussi catastrophique que celle de Yellowstone aux États-Unis. Yellowstone, c'est aussi sur la liste, mais ça, on y va juste après. Alors, le volcan qui nous intéresse, le truc, c'est qu'il se voit pas totalement. À Naples, il y a le Vésuve. Bon, lui, pour le coup, il se voit bien, mais celui qui nous intéresse, il est juste à l'ouest de Naples. Les champs Phlégraeens. What? Ça vient du grec phlégrei, alors si je prononce mal, je suis désolé, et ça veut dire en tout cas brûlant, les champs brûlants. Et ça, c'est en référence aux phénomènes hydrothermaux qu'ils dégagent, comme les fumerolles et les sources d'eau chaude. Le truc, c'est que c'est pas un volcan classique, dans le sens où il n'y a pas un cône bien identifiable. Les champs Phlégraeens, c'est une caldeira. Une caldeira, ça se forme quand le toit de la chambre magmatique s'effondre après une éruption volcanique massive. Et cette éruption massive, elle a eu lieu il y a 39 000 ans. Il y a eu un impact massif sur la planète. Et du coup, en surface, pas de cône, mais dans ce cas-là, une cuvette de 13 km de diamètre avec une quarantaine de cratères identifiés et plus de 500 000 personnes qui vivent sur le volcan. D'après cet article de National Geographic, le volcan connaît un regain d'activité depuis 1950. Du coup, on lit bien, le volcan s'agite de nouveau depuis le milieu du XXe siècle. Et dans cette activité, il y a des séismes qu'on appelle des bradyséismes. Le bradyséisme, c'est un soulèvement général du sol ou un enfoncement dû à l'arrivée de magma dans les profondeurs. Et littéralement, il se soulève. Le sol s'est alors soulevé de près de 2 mètres et, de peur que des bâtiments ne s'effondrent, on a fait évacuer 40 000 personnes de la ville de Pouzzoles. Et très récemment, le 27 septembre 2023, un séisme de magnitude 4,2 frappait la région, le plus fort depuis 40 ans. Voici une simulation d'éruption faite par l'Institut italien de géophysique et de volcanologie. Donc, on voit très clairement que ça détruirait la ville de Pouzzoles et ses alentours. Mais bon, pour le moment, pas besoin de s'inquiéter, on peut toujours partir en vacances là-bas.
l'Institut italien conclut que La probabilité d'une éruption volcanique est relativement faible, car rien n'indique que le magma soit en train de remonter à la surface. Le volcan a sa propre évolution, naturelle et inexorable, et tôt ou tard, il finira par entrer en éruption de nouveau. la prochaine catastrophe possible, elle n'est pas sur Terre, mais elle vient de l'espace. Est-ce que vous vous souvenez de début 2024 quand il y avait des aurores boréales partout? La nuit dernière a été illuminée par des aurores boréales exceptionnelles. Partout en France, il y a des aurores boréales partout. Eh ben, c'était dû à l'activité du Soleil. Et aussi, peut-être quelques-uns parmi vous s'en souviennent, la tempête géomagnétique de mars 89. En moins de 90 secondes, une surcharge des transformateurs entraîne une panne totale du réseau québécois, laissant 6 millions de personnes sans électricité pendant plus de 9 heures. Et là encore, c'était une tempête solaire. Alors, très simplement, les tempêtes solaires, voilà comment ça marche. Ici, on va prendre l'exemple des CME, les éjections de masse coronale. Vous avez compris? Oui. En gros, le Soleil envoie du plasma dans l'espace et ce plasma voyage vite, très vite. TMEs travel outward from the sun at speeds ranging from slower than 250 kilometers per second to as fast as near 3,000 kilometers per second. Et à la rencontre de la Terre, ces particules vont entrer en contact avec un bouclier magnétique, la magnétosphère. Mais il va quand même y avoir deux portes d'entrée, une au pôle nord et une au pôle sud. Et en entrant, ces particules vont réagir avec les gaz de notre atmosphère, ce qui va donner lieu à des lumières qu'on appelle aurore boréale au pôle nord et aurore australe au pôle sud. Mais bon, ça explique pas les coupures de courant et toutes ces perturbations. Le truc, c'est que ces éjections, quand elles sont puissantes, elles vont déformer le champ magnétique global de la Terre. Et c'est ces contractions et étirements qui peuvent affecter les installations au sol. Et pas qu'au sol d'ailleurs, dans l'espace aussi, les satellites peuvent être affectés. Approximately 40 of the 49 Starlink satellites were reported to have lost altitude. SpaceX reported that the orbital decay on Starlink satellites was considered to be linked to a geomagnetic storm. La plus grosse tempête solaire jamais enregistrée est l'événement de Carrington. En 1859, une éjection de masse coronale a frappé la Terre. Des aurores boréales étaient visibles jusqu'aux Caraïbes et en Australie, mais surtout, les réseaux télégraphiques sont fortement perturbés, des opérateurs reçoivent des chocs électriques, certains systèmes prennent feu et des télégraphes fonctionnent parfois sans être branchés. Mais imaginez les dégâts qu'un tel événement ferait aujourd'hui. Dans cet article de Life Science, on lit que Carrington level event might lead to up to $2.6 trillion in lost revenue for the North American power industry alone. Global blackouts up to years long might occur. Bon, et du coup, c'est quand la prochaine grosse tempête solaire? Eh ben, difficile à dire. Carrington level events likely occur once every 100 to 1,000 years. Le Soleil fait des cycles de 11 ans où il est plutôt calme au minimum et au contraire plutôt actif au maximum, et c'est là qu'on a le plus de chances d'être frappé par des CME. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la NASA et d'autres agences scrutent le Soleil en permanence, et en cas d'éruption dangereuse, on aurait quelques heures d'avertissement, et l'idée serait d'éteindre volontairement tous les réseaux électriques et de désactiver les satellites pour éviter des dégâts irréversibles. Et maintenant, on repart aux États-Unis, à Yellowstone. Yellowstone, c'est l'un des plus beaux endroits sur Terre. 9000 km² de nature sauvage, des geysers, des sources chaudes multicolores, mais surtout une énorme chambre magmatique sous les pieds des visiteurs. Tout comme les champs flégréens, Yellowstone est une caldeira. Une caldeira qui s'est formée lors de la dernière éruption explosive il y a 640 000 ans. Les 3 dernières éruptions de Yellowstone se sont faites avec plus ou moins 700 000 ans d'intervalle. Et comme les champs flégréens, Yellowstone fait partie du cercle très fermé des supervolcans. Il y en aurait une vingtaine sur Terre et ce sont en général des grandes caldeiras qui mettent des milliers d'années à se remplir et leurs éruptions peuvent avoir des effets catastrophiques comme provoquer des hivers volcaniques, en projetant d'énormes quantités de cendres et de gaz soufrés dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et refroidissant le climat mondial. Mais bon, pour le moment, les scientifiques se veulent rassurants. Dans un article de National Geographic, on lit que
À l'heure actuelle, il nous est impossible de savoir quand aura lieu la prochaine explosion. De son côté, l'agence américaine US Geological Survey estime les chances annuelles d'une autre explosion massive à 1 sur 730 000. La dernière est certainement l'une des catastrophes les plus impressionnantes. Imaginez une vague qui se déplace à plus de 800 km/h, un tsunami tellement puissant qu'il toucherait à la fois les côtes africaines, européennes, mais aussi les côtes américaines. En 2001, les géophysiciens Stephen Ward et Simon Day ont écrit un papier qui a fait pas mal de bruit. Ils disent que Cumbre Vieja, un volcan situé sur l'île de La Palma, est l'un des plus actifs des Canaries. Et son éruption de 1949 a fragilisé le flanc ouest du volcan, et depuis, une faille de détachement est apparue, ce qui peut être un signe avant-coureur d'un glissement de terrain. Et dans le cas d'une future éruption, le flanc ouest du volcan pourrait céder. Geological evidence suggests that during a future eruption, Cumbre Vieja volcano on the island of La Palma may experience a catastrophic failure of its west flank. Et c'est beaucoup de roches qui tomberaient dans l'eau. Dropping 150 to 500 cubic kilometers of rock into the sea. Et cette roche tomberait dans l'eau à 360 km/h. Et comme vous l'imaginez, ça ferait une énorme vague. Ils estiment que la vague initiale atteindrait 900 mètres de hauteur. Enfin, juste imaginez à quoi ça ressemblerait une vague de 900 mètres de hauteur. Mais bon, au bout de 50 km de propagation, la vague s'abaisserait à 500 mètres de hauteur. Quoi ? Moins d'une heure plus tard, la vague atteindrait les côtes africaines avec une hauteur de 50 à 100 mètres. 3 à 6 heures après, les côtes européennes avec une hauteur de 5 à 7 mètres. Et 9 heures après, les côtes américaines avec une hauteur de 10 à 25 mètres. Pour comparaison, lors du tsunami de 2004, une vague de 35 mètres a frappé les côtes indonésiennes. Mais bon, ce tsunami, il est dû à un tremblement de terre sous-marin, ce qui libère beaucoup plus d'énergie qu'un tsunami généré par un effondrement. Pour être honnête, ce papier a reçu pas mal d'attention et aussi des critiques de la part des scientifiques. Des contre-études suggèrent que les effets seraient un peu moins dévastateurs que ceux annoncés initialement. Finalement, la Terre bouge, évolue, change, et ces phénomènes, aussi impressionnants soient-ils, font partie de son fonctionnement naturel. Parfois on les anticipe, d'autres fois ils nous surprennent, mais une chose est sûre, ils ont toujours existé et continueront d'exister. Est-ce que vous savez pourquoi on n'entend plus parler de la couche d'ozone ? J'ai fait une vidéo qui répond à cette question que je vous invite à aller voir. Et puis moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut !